Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Denis Duboul pour nous avoir réunis aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Et puis, d'autre part, vous remercier, vous, pour vous être déplacé, pour venir parler de ce sujet qui, à mon avis, est tout à fait sous-estimé dans nos sociétés pour des raisons personnelles, des raisons sociétales. On en sait beaucoup moins sur ces embryons humains qui nous ont formés que sur la surface de la planète Mars. Et c'est peut-être l'une des choses sur lesquelles on doit vraiment focaliser dans les prochaines décennies, de comprendre d'où on vient d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se forme à chaque fois qu'on se forme, et d'où est-ce qu'on vient d'un point de vue phylogénétique, savoir quelle est notre place dans le règne animal, etc. Ce sont des questions qui sont très importantes, et je voulais commencer par discuter d'abord de l'utilité de l'élaboration de modèles théoriques. Ici, à gauche, vous voyez un modèle de la réalité telle qu'on la pensait au temps des Grecs anciens et dans l'Ancien Testament. Vous voyez une représentation de notre environnement qui est bien sûr tout à fait fausse, mais qui avait certains éléments relativement corrects. Et suite à des mesures scientifiques et à des modélisations, on en est arrivé à des modèles plus fins, notamment le modèle héliocentrique de Copernicus, où on a compris que la Terre n'était pas au centre de notre système, mais que c'était le Soleil. Alors c'est un modèle qui est intéressant, il n'est pas complètement vrai, les trajectoires ne sont pas complètement les bonnes, mais bon, on voit un grand progrès. Et ensuite, notamment avec Henri Poincaré, des modèles beaucoup plus compliqués où on a compris que l'espace et le temps étaient deux notions qui étaient très très liées les unes des autres et qui ont permis de comprendre encore mieux notre réalité, quoi. Et donc en science, ces modèles que l'on fait sont toujours des représentations simplifiées, théoriques et ou physiques d'une réalité telle qu'on la conçoit à un moment donné. Et ces modèles théoriques qui sont des choses qui sont assez simples pour qu'on puisse les intellectualiser avec notre petit cerveau, sont développés grâce à des modèles physiques. Alors ces modèles physiques, ils ont été très simples au départ. Ici vous avez Stonehenge, on mettait juste des pierres et on regardait les trajectoires du Soleil au cours de l'année, quoi. Ça nous a permis de comprendre les cycles, de comprendre les solstices. Et bien sûr, ils ont été complétés par des modèles plus complets de l'héliocentrisme, et puis éventuellement plus tard par notamment des modèles mathématiques que j'assimile à des modèles physiques ici, quoi. Et qui se compléter par des choses assez simples, mais qui permettent de simplifier afin d'intellectualiser, de comprendre le monde qui nous entoure. Je dis ça parce que ces modèles permettent d'explorer de façon techniquement pratique et intellectuellement accessible les interactions entre les éléments constitutifs d'un système afin d'essayer de comprendre le comportement de l'ensemble. Et donc ces modèles sont extrêmement importants pour comprendre notre monde et donc nous-mêmes. Alors en biologie, on utilise le mot modèle d'une façon un peu différente. Les modèles d'organismes, c'est un spectre d'animaux qui ont été sélectionnés tout spécialement pour essayer d'extraire des principes très généraux sur le développement des choses vivantes. Et donc en biologie du développement, un modèle fait plutôt référence à un organisme le plus simple possible, utilisé afin de rechercher les principes généraux de développement s'appliquant à de nombreuses espèces. Et la conservation de ces nombreux processus biologiques entre les espèces a légitimé l'utilisation de ces modèles d'organismes. Et grâce à cette chaîne de modèles, on a réussi à comprendre des choses très profondes, notamment que tout ce qui vit sur la Terre est relié et utilise des principes très fondamentaux qui sont tous communs. Très, très intéressant. Ce qui est important pour la bactérie est important pour l'éléphant. Nous utilisons le cholestérol d'une façon très similaire que certaines autres espèces qui nous semblent très très différentes. Alors, ça a été tout un travail, notamment au cours du XXe siècle, qui nous a permis de comprendre que tout cela était lié
et que nous ressemblons énormément à ce qu'il y a sur la gauche ici. Cependant, il y a aussi des particularités à l'espèce humaine. Et c'est peut-être sur ces particularités qu'il va falloir qu'on travaille dans les prochaines décennies. Et c'est peut-être sur ces particularités que l'on va trouver des choses les plus intéressantes sur notre origine, notre phylogénèse, etc. Alors, je voulais vous montrer deux exemples de principes particuliers aux humains. Le premier, c'est que nous avons une stratégie de reproduction qui est tout à fait particulière et qui est très différente de nos plus proches, les plus proches espèces. Si vous regardez ici, on voit le nombre de conceptions par cycle menstruel. Et vous voyez qu'à l'âge de 25 ans, quand vous êtes au pic, votre pic de fertilité, vous avez seulement 40% de chances de concevoir. Et si vous regardez les primates non humains, les chimpanzés, les gorilles, etc., on n'est pas exactement sûr du nombre, mais on sait qu'on est proche de 95%. Alors, les humains, ça marche, mais ça ne marche pas du premier coup. C'est-à-dire que cumulativement, on est assez bon, mais par rapport à nos plus proches espèces, on est très mauvais. Alors, cette stratégie de reproduction, elle vient de l'évolution. Et il est possible qu'on ait développé certaines stratégies pour s'adapter à certaines particularités de notre espèce. Et on sait très bien que ces embryons qui n'arrivent pas à se développer à la fin de la première semaine. On le mesure très très bien avec les niveaux d'hormones dans le sang. Donc à ce moment-là, on sait à peine qu'il y a un embryon, mais on sait très bien mesurer les taux d'hormones qui montrent que ces embryons ont une grande difficulté à passer la fin de la première semaine. Alors ça, c'est une particularité qui est une particularité humaine, qui fait que étudier l'embryogénèse humaine est quelque chose de très important. Une deuxième particularité, c'est notre mode d'implantation dans l'utérus. Donc à la fin de la première semaine, l'embryon aura fini de descendre le long de l'utérus et va s'implanter à l'intérieur de l'utérus. Alors tous les mammifères s'implantent à l'intérieur de l'utérus, mais quasiment tous le font différemment. Ici, vous voyez une souris. Alors ça c'est l'embryon, ici. Vous voyez cette partie-là, l'ICM, ça va former le fœtus. Et vous voyez que l'embryon s'est implanté par le côté opposé à ce qui va former le fœtus. C'est la souris, ça. Et vous voyez que les singes du Nouveau Monde, les marmossés, ils forment aussi la même structure et ils s'implantent de l'autre côté, à 180 degrés. C'est vraiment extrêmement différent. Et ces embryons de singes, ils restent à la surface, ils ne pénètrent jamais dans l'utérus. Alors que nous, notre espèce, notamment tous les hominoïdes, pénètrent assez profondément dans l'utérus, et l'embryon, vous voyez, il est ici. Voilà. Ça, c'est ce qui va former le futur fœtus, et ça, c'est ce qui va former le futur placenta. Vous voyez donc des spécificités tout à fait particulières qui font que c'est extrêmement important d'étudier l'humain pour nous comprendre nous. On ne peut pas vraiment, pour faire certaines particularités, faire l'économie de regarder l'humain. Alors, la question a été, depuis plusieurs décennies, de savoir comment est-ce qu'on va attaquer le problème. Et jusqu'aux années 70, il n'y avait aucune possibilité. Heureusement, dans les années 70, il y a certains groupes, certains laboratoires qui se sont mis à faire des fertilisations in vitro. C'est-à-dire de combiner un sperme et un ovocyte en laboratoire et d'essayer de faire qu'ils fusent et qu'ils commencent à se développer. C'était absolument incroyable, parce que en 1978, après avoir transféré l'un de ces embryons à l'intérieur de l'utérus de la mère, un bébé est né. Louise Brown, le premier bébé issu d'une FIV, a maintenant 45 ans. Et donc, pour la première fois, on a pu voir l'embryogénèse humaine pendant les premiers jours. Avant cela, personne n'avait jamais vu un embryon humain de première semaine. Alors voilà, on a fait des observations assez intéressantes. Ça se divise d'abord en deux cellules, puis 4 cellules, 8 cellules. Ensuite, vous voyez que ça se compacte à ce stade-là, au bout de 4 jours. Et une fois que ça s'est compacté, ça forme ce qu'on appelle un blastocyste, avec une cavité ici, et plusieurs types cellulaires. Un type cellulaire ici qui va former le placenta, et un type cellulaire ici qui va former le fœtus. Voilà.
Donc c'est intéressant. Soit dit en passant, en France actuellement, il y a plusieurs centaines de milliers d'embryons qui sont congelés, qui sont issus de FIV, et certains parents donnent généreusement, une fois leur projet parental achevé, ces embryons pour la recherche, et on peut les observer pour pouvoir comprendre un peu ces premiers stades. Cependant, ces embryons ils restent en nombre limité et ils sont difficiles à manipuler scientifiquement. Physiquement, c'est compliqué, et aussi pour rajouter des gènes ou casser des gènes, pour voir quels sont le rôle de ces gènes, ça reste très compliqué. Alors il y a un outil qui s'appelle CRISPR, vous avez peut-être entendu parler, qui permet de couper ces gènes. Mais bon, c'est quelque chose qui quand même reste relativement compliqué. Et puis bien sûr, une fois la première semaine finie, on le remet dans l'utérus, et là c'est fini, on ne le voit plus pendant 4 semaines. Au bout de 4 semaines, on peut faire une écho, pas très précise, et là il y a une boîte noire quasi totale. Alors, pour remédier à ça, certains laboratoires se sont mis à essayer de cultiver ces laboratoires pour plus de 7 jours. Alors, vous voyez ici une équipe chinoise qui a été particulièrement bonne à ça et qui a réussi à le cultiver jusqu'à jour 8, 9, 10, 11, 12. On voit qu'il grandit, il grandit, il grandit. Et quand on regarde à l'intérieur, on voit qu'il se passe des choses. Il y a des cavités qui se forment. Ça, c'est la cavité du sac vitellin. Ça, c'est la cavité amniotique. Et on voit des types cellulaires qui se forment, notamment autour de la cavité amniotique. Et on peut les marquer, comme Alain vous a montré, avec des anticorps. Alors, ça marche assez bien pour une semaine de plus, entre le jour 7 et le jour 14. Après, c'est compliqué. L'embryon, on n'a pas encore la compréhension de comment faire que ces embryons restent bien en laboratoire. Et puis, d'autre part, il y a eu des discussions pour savoir jusqu'où qu'on pouvait aller. Et généralement, le consensus est qu'il faut s'arrêter à 14 jours. Alors maintenant, ça a été étendu dans certains pays. Par exemple, aux Pays-Bas, maintenant, on a le droit, légalement, de faire ça pendant 28 jours. Alors, on n'est pas du tout capable de le faire techniquement, mais bon, on a la possibilité de faire ça dans les laboratoires, enfin, d'essayer de le faire dans les laboratoires. Voilà, alors donc, bon, ça c'est vraiment avec l'embryon. C'est pas un modèle, c'est vraiment ce qui se passe. Mais vous comprenez bien qu'il y a un grand nombre de limitations à cette approche. On a beaucoup de mal à la manipuler, on a beaucoup de mal à la cultiver, et puis on n'en a pas beaucoup, quoi. Et donc, il y a une approche parallèle qui s'est développée à partir des années 90, qui consiste à essayer de perpétuer les cellules qui sont à l'intérieur de ces blastocystes en les mettant en culture en laboratoire. Et donc, il y a plusieurs laboratoires qui ont passé une décennie à mettre ces blastocystes, ces embryons humains en culture, avec différentes protéines, afin d'essayer de faire se multiplier ces cellules-là. Et ça a été en 1990 un Américain qui a réussi à faire pousser ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires. Et ces cellules souches, elles se multiplient à l'infini dans des boîtes de pétri, et elles ne se différencient pas, c'est-à-dire qu'elles restent à ce stade de blastocyste. Alors là, ça devient très intéressant parce que tout d'un coup, on a un nombre illimité de cellules qui sont des modèles cellulaires de ce qui se passe dans l'embryon. Alors, c'est pas l'embryon, c'est un modèle cellulaire de ce qui se passe dans l'embryon. Il y a des choses qui se passent pareil, pas mal, il y a des choses qui sont différentes. Et pendant 20 ans après, il y a beaucoup d'équipes au travers le monde qui ont essayé de pousser ces cellules embryonnaires à se différencier dans les différents types cellulaires. Et ils ont fait ça en utilisant les connaissances des modèles d'organismes dont on a parlé avant, les drosophiles, les poissons zèbres, etc. Parce qu'on a utilisé ces connaissances des principes généraux, des voies de signalisation, des protéines qui sont importantes à certains stades de l'embryogenèse. Et on s'est aperçu que cette connaissance qu'on avait découverte dans les autres organismes a été très applicable, en grande partie applicable à l'être humain, et permis de faire pousser, de faire se différencier ces cellules en cellules cardiaques, en cellules de foie, en cellules pulmonaires, etc., etc. Alors ça a été très intéressant, parce que tout d'un coup, on peut produire des cellules cardiaques quasiment à l'infini. Bon. Et puis, en 2006, il y a eu une étape suivante qui s'est passée au Japon, qui a été
extrêmement importante. Shinya Yamanaka, un chercheur japonais, qui a récupéré, qui a fait pousser des cellules de peau humaines, d'abord de souris et puis ensuite humaines, et qui, en activant un certain nombre de gènes, a permis de transformer, de reprogrammer ces cellules de peau en cellules qui sont étrangement similaires à des cellules d'embryon. Voilà. Donc il a réussi, juste en activant 4 gènes, à pousser ces cellules adultes à redevenir dans un état très proche des cellules embryonnaires. Alors, ça a été très intéressant parce que non seulement on avait un nombre illimité, mais en plus, chacun pouvait produire ses propres cellules pluripotentes. Et donc, si une personne a une maladie, maintenant, on est capable de faire pousser des cellules pluripotentes de cette personne, avec le génome de cette personne, et donc de comprendre comment le génome de cette personne malade impacte la formation, par exemple, des cellules cardiaques ou des cellules de foie. Voilà. Alors donc ça c'est intéressant, mais ça reste des modèles cellulaires, c'est-à-dire des modèles qui sont en 2D et qui ne permettent pas forcément de tout faire. Voilà. Et donc en 2011, il y a un certain nombre d'équipes qui ont essayé de faire plus que de la différenciation, qui ont essayé de faire de l'organogénèse, c'est-à-dire de prendre ces cellules pluripotentes, de les agréger en 3 dimensions, de les laisser se coller les unes aux autres pour former des agrégats et ensuite de mettre les mêmes protéines qu'on utilise pour pousser ces cellules à faire des cellules cardiaques ou des cellules de foie, etc. Et en faisant ça de façon tout à fait précise, ils sont aperçus que ces agrégats de cellules sont capables de faire beaucoup plus qu'on ne pensait avant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de développer des structures tout à fait complexes, notamment celle-là qui ressemble à la coupe optique du fond de l'œil. Voilà. Alors, en moins de 9 jours, de cet agrégat de cellules embryonnaires sort une coupe optique qui a une forme, une taille et des cellules qui ressemblent très fortement à la coupe optique telle qu'on la connaît. Alors ça, c'est absolument formidable parce qu'on s'aperçoit soudainement que ces cellules qu'on a cultivées depuis 20 ans en laboratoire ont en fait un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, qu'elles sont non seulement capables de faire de la différenciation, mais qu'elles sont aussi capables de s'auto-organiser et de faire de la morphogénèse. Alors là, ça c'est un moment très important et qui déclenche une série de pensées chez certains laboratoires qui se disent que si ces cellules sont capables de faire des organes, sont probablement aussi capables de faire des choses très tôt qui pourraient ressembler à des embryons. Et donc, il y a un certain nombre d'équipes qui se lancent dans les années 2010 à essayer de pousser ces cellules pluripotentes à s'auto-organiser en des structures qui ressemblent à l'embryon. Voilà. Alors, on se retrouve avec, au milieu des années 2010, enfin, à la fin des années 2010, avec un ensemble, un spectre de modèles qui sortent de laboratoire et qui ressemblent différents stades de l'embryogénèse humaine. Voilà. Et alors, il y a un modèle, le modèle qu'on a développé dans mon laboratoire, qui s'appelle le blastoïde, qui ressemble au blastocyste. Ça modélise entre jour 5 et jour 9. Après, ça diverge. Ça ne se passe pas bien. Bon. Mais bon, on a 4 jours, on a une fenêtre de 4 jours qui permet de modéliser, quoi. C'est intéressant. Jacob Hanna, qui a parlé ce matin, a développé un modèle qui commence autour du jour 10, si je ne m'abuse, et finit autour du jour 14. Alors, il chante le début, et ensuite, il commence à s'auto-organiser bien, et ça donne ce type de structure. Alfonso Martinez-Arias, qui est aussi présenté ce matin, a développé un modèle qui représente uniquement cette partie-là, mais qui s'allonge tout seul, quoi, et qui forme les prémices de l'axe du corps. Voilà. On appelle ça le gastruloïde, entre le jour 14 et le jour 19. Et à partir de ce gastruloïde, il y a un certain nombre de groupes d'Olivier Pourquier, qui ont poussé ces gastruloïdes plus loin dans le temps et a commencé à former des structures très très complexes de l'axe du corps humain, quoi. Alors voilà, donc ce sont des modèles d'embryons humains, et n'ayant pas dans l'actuel état des choses la capacité de se développer pour plus de quelques jours, ça reste ce qu'on pourrait appeler des objets biologiques non identifiés. On ne sait pas trop les situer, mais on sait qu'ils sont ni scientifiquement ni légalement considérés comme des embryons. Ils sont incapables de se développer.
Mais parce qu'on peut les former en laboratoire, ils constituent une alternative scientifique et éthique à l'utilisation de l'embryon pour la recherche. Alors pour la première fois, on a cette possibilité de former ces structures et de les étudier de façon profonde en laboratoire pour comprendre l'embryogénèse. Alors, les scientifiques aiment bien mettre les choses dans des boîtes, hein, on aime bien classifier, parce que classifier, ça permet de simplifier et de comprendre un peu mieux, quoi. Alors on a créé 2 boîtes. La boîte des modèles intégrés sont ce type de modèles qui contiennent les tissus embryonnaires, comme celui-là, mais aussi les tissus extra-embryonnaires, c'est-à-dire ceux qui ont formé le placenta, le sac vitellin, etc., quoi. Et on les a mis dans une boîte parce que ces modèles, ils pourraient potentiellement avoir la capacité de se développer de façon intégrée vers la formation d'un fœtus. Et puis on a fait une deuxième boîte qui s'appelle les modèles non intégrés, qui récapitulent certains aspects de l'embryon en l'absence de cellules extra-embryonnaires, qui permettront probablement pas de former un fœtus, mais qui permettent de former des parties de l'embryon, et qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils les forment de façon autonome. Voilà. Alors, en pratique, ces modèles d'embryon, ils sont pas forcément voués à générer une réplique exacte des embryons naturels. Ils peuvent aussi emprunter des voies qui sont relativement différentes par rapport au développement de l'embryon normal, parce que leurs composants cellulaires ils sont relativement moins contraints par rapport à l'embryon. Tout ça n'est pas parfait du tout. Et donc ces modèles ils permettent de comprendre ces contraintes internes, et le but c'est qu'il doit être suffisamment proche des embryons naturels pour être instructif, pour qu'on apprenne quelque chose, mais il doit être suffisamment loin pour faciliter la recherche d'un point de vue scientifique et d'un point de vue éthique. Alors c'est ce qu'on appelle ce paradoxe qui s'appelle la voie médiane, qui, on pense, nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances, quoi. Alors on veut que ce soit assez proche, mais pas trop proche, quoi. Alors je voudrais m'attarder 2 minutes sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors, vous avez sûrement déjà compris, mais je vais résumer 3 avantages. Le premier avantage, c'est que, comme on a un nombre de cellules souches illimité, on peut faire des modèles de façon illimitée. Alors ça résout quand même un gros problème. Et on peut les fabriquer rapidement, en grand nombre. Et donc on peut faire beaucoup d'expériences. Et aussi, on peut faire des analyses très approfondies. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'embryons ensemble, ce qui permet de faire de la biochimie, de faire du séquençage, toutes les choses qui sont extrêmement difficiles à faire avec des embryons normaux, quoi. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut perturber le système. Alors ça, c'est extrêmement important pour les laboratoires, parce qu'on peut utiliser des cellules souches qui ont été génétiquement éditées, par exemple avec le système CRISPR. Et donc on peut modifier le génome de ces modèles, et puis voir l'impact du changement du génome sur la façon dont l'embryon va se former, quoi. D'autre part, on peut aussi faire des choses comme doser le nombre de cellules. On peut mettre plus de cellules, moins de cellules. On peut on peut former des modèles de tailles différentes avec des ratios de tissus qui sont un peu différents. Et donc, on peut commencer à comprendre des choses, comment est-ce que les tissus interagissent et comment est-ce que les tailles se forment, etc., quoi. Des choses qui sont très compliquées à faire avec des embryons, quoi. Alors, je vous montre juste une expérience ici qu'on a faite en 2021 où on connaissait ce gène, YAP1, c'est un facteur de transcription, c'est-à-dire que c'est une protéine qui s'accroche à l'ADN pour stimuler l'expression des gènes. S'accroche à l'ADN et une fois qu'il s'est accroché, les gènes s'expriment, quoi. Et on connaissait ce facteur de transcription chez la souris et on sait qu'il jouait un rôle. Donc on a voulu regarder si dans les blastoïdes, il joue aussi un rôle, dans les blastoïdes humains. Et donc on peut surexprimer YAP, et on voit que quand on fait ça, on augmente la formation des blastoïdes. Alors là, on a fait un YAP qui est très difficile à dégrader par les cellules, donc il reste très constamment exprimé dans la cellule. Alors ça marche un peu mieux. Et puis ensuite, on sait que YAP, dans la cellule, il se colle à un autre facteur de transcription qui s'appelle TEAD4, et que les deux vont ensemble s'accrocher à l'ADN, et que quand ils sont les deux ensemble, l'expression est bien meilleure, quoi. Et donc ce qu'on peut faire, c'est faire une mutation dans YAP
pour casser ce lien, empêcher ce lien de se former. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait là, et on voit très bien que quand on casse le lien, l'activité de YAP descend, quoi. Donc on peut faire maintenant des manipulations qui permettent vraiment, de façon mécanique, de comprendre comment les choses se passent, quoi. On peut aussi former des blastoïdes ou des modèles d'embryons avec des cellules induites à partir de la peau, et donc commencer à comprendre comment est-ce que différents génomes, la diversité du génome humain, donne des structures qui se forment un peu différemment. Donc ce sont des protocoles qui sont intéressants et qui permettent la formation efficace de structures répliquant de façon plus ou moins fidèle et reproductible certains aspects de l'embryogenèse. Et on pense que ça, pour la première fois, ça donne accès à des modèles physiques qui permettent la découverte de mécanismes moléculaires, cellulaires et tissulaires qui sont propres à l'humain. Il y a donc une convergence relativement historique d'avancées expérimentales dans les 10-20 dernières années qui, combinées, permettent enfin la mise en place d'un modèle théorique de l'embryogenèse humaine. Alors, je voulais insister un peu maintenant sur le fait que ce sont juste des modèles et que ces modèles ils sont loin d'être parfaits. Ici, sur la gauche, vous avez un blastocyste humain. C'est une photo qui a été prise par Laurent David à Nantes. Et vous voyez qu'avec des marqueurs de protéines, il a mis en bleu ce qui va former le placenta, ici en rouge ce qui va former le fœtus, et ici en vert ce qui va former le sac vitellin, quoi. Alors ça se passe assez bien dans le blastocyste. Après, on peut regarder le blastoïde. On s'aperçoit que il y a des choses qui vont pas parfaitement. On voit par exemple que ces cellules d'endoderme primitif qui sont en magenta ici, elles ne se forment pas aussi bien et elles ne sont pas à la bonne place. Normalement, elles devraient être ici. On voit qu'elles sont du mauvais côté. Alors, on ne va pas dire que le modèle est acheté, quoi, mais il y a quand même des choses à faire, quoi, pour l'améliorer. Hein. Et ce sont des photos qui viennent de mon laboratoire. On est en train d'essayer de faire les choses un petit peu mieux, quoi. Voilà. Mais cependant, on a quand même des choses intéressantes qui se passent. Ici, je vous montre une photo de blastoïdes humains qui ont été déposés sur une couche de cellules utérines. Alors, ce sont des cellules que l'on a récupérées chez les patients et que l'on a mis en culture en laboratoire. Et on a fait une couche de cellules que vous voyez ici. Et ensuite, on dépose les blastoïdes sur ces couches de cellules et il ne se passe absolument rien. Autant qu'on puisse le voir, quoi. Et par contre, si, juste avant de déposer le blastoïde, on a stimulé les cellules utérines avec de la progestérone et de l'œstrogène, qui sont les deux hormones de l'attachement de l'embryon, vous voyez qu'on a maintenant on a 40% des blastoïdes qui s'attachent. Donc on a une spécificité assez intéressante ici, où ces blastoïdes sont capables d'interagir tout à fait spécifiquement avec une muqueuse d'utérus, uniquement quand elle est stimulée avec des hormones. Voilà. Et vous voyez ici que ça commence à pousser, et ça ne pousse pas de façon chaotique, ça pousse que d'un côté. Et ça, vous voyez ici le début, une modélisation de la placentation, quoi. Alors, on a regardé un peu comment ces blastoïdes s'implantent, et de façon assez intéressante, ils s'implantent tous du même côté. Et c'est le côté que je vous ai montré avant, qui est le côté par lequel s'implantent les blastocystes humains. Donc non seulement on a une grande spécificité du côté de la muqueuse utérine, il faut qu'elle soit stimulée par les hormones, mais en plus on a une grande spécificité du côté du blastoïde, où il est capable de former un axe et de former des cellules d'un côté qui vont permettre l'attachement. Alors là, ça devient intéressant, quoi. On voit que le modèle, il n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses bien qui se passent, quoi. Alors on peut le laisser se développer après. Ça, c'est jour 7. On peut le laisser se développer. Maintenant, on arrive à le faire autour du jour 12. Un peu plus loin même, peut-être, quoi. On va doucement, mais on essaie de faire que les choses se développent bien et de façon efficace, et puis de bien vérifier à chaque étape que les choses se sont bien passées, quoi. Alors ça, c'était le premier modèle, blastoïde. Alors, je vais vous montrer un deuxième modèle, qui est le modèle qui a été présenté ce matin par Jacob Hanna. Alors, vous voyez ici la gastrula
de l'embryon humain tel qu'on la connaît. Ce sont des coupes histologiques où on voit très bien l'embryon. Alors ici, ça c'est le futur placenta. Ici, ça c'est le futur fœtus. Et ça c'est le futur sac vitellin. On peut le regarder d'un peu plus près. Alors Jacob, il a réussi à faire s'auto-organiser un modèle qui est autour du jour 14 et qui, par bien des aspects, ressemble assez bien à ce qu'on voit dans le jour 14. Alors, on peut faire le jeu de cette différence. On voit que, par exemple, cette partie-là, elle ne se développe pas, mais que la partie interne, plutôt pas mal, quoi. Voilà. On peut la regarder Jacob a regardé ça tout à fait en détail. On peut voir, par exemple, l'apparition de certains types cellulaires, le mésoderme extra-embryonnaire, qui sont ces cellules-là, qui sont très importantes pour produire un scaffold, une matrice qui a permis à l'embryon de se développer, quoi. Voilà. Alors, ce sont deux modèles intégrés que je vous ai montrés. Alors maintenant, je vais vous montrer des modèles non intégrés. Alors, le gastruloïde et le segmentoïde. Alors, ces modèles, ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils ne forment qu'un ensemble particulier de tissus de façon isolée. Et ce qu'on apprend en regardant ces modèles, c'est que des parties sont tout à fait capables de s'organiser de façon isolée sans la nécessité des tissus qui sont autour. Et donc il y a des processus autonomes qui se passent dans ces tissus qui sont révélés par ces modèles. Et bien sûr, ce sont des processus qui sont en jeu dans l'embryogenèse, mais tout ça a été masqué dans l'embryon par la complexité des tissus, et on ne s'était jamais aperçu que ces structures sont capables de s'auto-organiser de façon autonome. Donc l'objectif principal ici, c'est pas nécessairement la réplique complète de l'embryon ou les structures qu'il compose, mais c'est vraiment d'apprendre davantage sur le développement en tirant parti de leur accessibilité et de leur modularité. Alors, si ça sont les travaux d'Alfonso Martinez-Arias, vous voyez bien qu'on commence avec un agrégat de cellules pluripotentes, et en les stimulant de façon tout à fait précise, ces agrégats ils commencent à s'allonger, et ils forment ce qu'on appelle un axe antério-postérieur, avec un devant et le devant et le derrière. Ensuite, on peut faire des coupes et regarder tous les gènes qui sont exprimés tout du long de ce gastruloïde, et on peut voir effectivement des vagues d'expression génétique qui sont assez reproductibles d'un gastruloïde à l'autre, quoi. Des choses qui sont absolument impossibles de faire, bien sûr, dans des embryons. Alors, je voulais finir par ce modèle, qui est une continuation du modèle de gastruloïde, et qui a été développé par Olivier Pourquier, et où on voit que non seulement on forme un axe antério-postérieur, mais cet axe permet la formation de ce qu'on appelle des somites, qui sont les précurseurs des vertèbres. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, c'est assez spectaculaire, ces morceaux de tissu se forment les uns après les autres, et que ça correspond à un signal qui vient de cette partie-là, et qui crée des vagues qui permettent à chaque vague de former un segment supplémentaire et de former toutes les vertèbres les unes après les autres, ou les précurseurs des vertèbres les unes après les autres. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, on a un spectre de modèles d'embryons qui permettent de façon plus ou moins intégrée de comprendre ces processus d'embryogenèse. Et je voulais juste finir par cette slide qui permet de transiter vers ce que va vous dire après les personnes qui vont s'occuper de vous montrer pourquoi est-ce qu'on fait ça d'un point de vue médical. Moi, j'argumenterais que ces modèles vont enfin permettre une compréhension profonde des mécanismes de l'embryogenèse humaine. C'est de la recherche fondamentale, ça. Et que cette recherche fondamentale, elle est absolument essentielle afin d'éventuellement, dans 10 ans, 20 ans, faire des avancées médicales. Mais le but premier, c'est de comprendre les mécanismes qui sont particuliers à l'embryogenèse humaine et ce qui fait quelle est notre place dans le règne animal.
Et cette compréhension, elle passe par un entendement des particularités de l'espèce humaine, et notamment des contraintes et des vulnérabilités qui sont propres à l'embryogénèse humaine. Alors, je vais parler un peu des contraintes, je vous ai un peu montré les vulnérabilités, notamment au niveau de l'implantation. Et je pense qu'on a enfin la possibilité d'atteindre ce type de questions. Et bien sûr, ce sont des choses qui sont apparues au cours de l'évolution, notamment après l'embranchement avec les primates. Et donc cette compréhension très fine, que j'espère qu'on commence à acquérir maintenant et qu'on va acquérir de plus en plus dans les prochaines décennies, elle permettra très probablement, au cours des prochaines décennies, d'améliorer le succès des procédures de fertilisation in vitro, de limiter les pertes de grossesse précoces, de limiter le développement de malformations embryonnaires, et ça, c'est pas du tout négligeable, c'est de l'ordre de 2,5% des naissances, de supporter le développement de l'embryon afin de s'assurer de son bon développement et ainsi de prévenir de l'apparition de certaines maladies chez l'adulte. Là, je trouve ça extrêmement intéressant. Comme Alain vous l'avez dit juste avant, les 6 premières semaines sont absolument cruciales. La plupart des choses sont gravées dans le marbre pendant ces 6 premières semaines. Et donc, comprendre ces 6 premières semaines, ça permet, et favoriser ces 6 premières semaines, ça permet de couper court à bon nombre de problèmes qui se passent plus tard. Alors les études épidémiologiques sont très claires sur le cardiovasculaire, par exemple. Tout ce qui est développement cardiaque, ça s'écrit très très tôt, quoi. Et les problèmes peuvent se développer 40 ans plus tard, hein, mais tout ça, il y a une bonne partie qui vient de l'embryogenèse, quoi. Voilà. Donc, etc., etc. Il y a beaucoup d'arguments pour le développement médical. Je suis content d'en parler plus tard. Je vous remercie beaucoup et puis je suis content de continuer la discussion.